Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, comme chaque mardi d'ailleurs. Et j'espère que vous êtes également au rendez-vous. Nous sommes en direct télé, également en direct Facebook. Je fais un petit coucou du côté du Facebook tout à l'heure. Ok, connectez à nos côtés, comme toujours, la blablateuse, prête pour notre rubrique Coudier. Bonjour la blablateuse. Bonsoir, ça va? Oui. Oui. Je sens qu'elle va plaire la rubrique aujourd'hui. C'est vrai? J'attends déjà certains retours de certaines personnes qui se reconnaîtront tout à l'heure. Je suis sûre que c'est un message spécial pour nos internautes via Facebook, n'est-ce pas? Je vais nommer les noms. Ah, ok, très bien. Je vais voir la blablateuse, j'apparais pour autres. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je connais, le mardi, normalement, on part à la découverte de porteurs de projets, d'associations, d'événements qui ont lieu en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous allons parler d'associations, de porteurs de projets, mais plus précisément une thématique qui concerne certains parents. En tout cas, nous l'espérons, c'est l'instruction en famille. Nous avons remarqué depuis déjà quelques années, de plus en plus de parents qui s'intéressent à cette instruction en famille. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la procédure à suivre? Quels sont les enjeux? Pourquoi c'est nous-là qui a intéressé yo à ça? On a décidé de faire aujourd'hui une émission spéciale et le tableau, ben oui, on a un très beau tableau justement sur le plateau aujourd'hui. Avec nous, associations, parents, instructeurs, tout le monde est là pour nous parler de l'instruction en famille et surtout pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas, on attend vos réactions sur le chat Facebook, mais également nous appelons au 0590 96 10 10. C'est parti pour le tour de table. Nous accueillons aujourd'hui avec nous Madame Nelly Alphonse, qui est la présidente de l'association IEF et Ecoschooling en Guadeloupe. Bonsoir Nelly, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous, et bien merci à vous aussi de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, tu n'es pas toute seule, hein. Tu es avec tes deux enfants. Nous avons Chanel. Coucou Chanel. Coucou. Tu vas bien? Oui. Merci d'être là. Et nous avons également Milly qui est cachée là, juste derrière. Coucou Milly. Tu nous fais un petit coucou, Milly? Non, tu fais ta timide? Vous avez remarqué, nous avons également des enfants avec nous sur le plateau. Ce sera l'occasion d'avoir leur témoignage. C'est une émission vraiment très conviviale aujourd'hui. Alors surtout, n'hésitez pas. Nous avons également à nos côtés Madame Grazielle Brackmore, qui est membre de l'association Yéman Moyen, que nous avons eu le plaisir déjà de recevoir sur le plateau, et qui est également maman spécialisée IEF et éducatrice Montessori. Plusieurs casquettes. Bonsoir. Bonsoir. Grazielle, qui genre? Ah ben, on l'a. Bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour prête pour parler de l'IEF et répondre aux questions. C'est une passion, donc avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci. Et nous avons voulu inviter également deux parents qui sont déjà, j'en dis en habitent là. Nous avons Adeline Guichard, qui est maman de 3 enfants, Prudence, Prune et Gabriel, qui sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, la petite famille? Ça va, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là. Vous allez nous parler de votre expérience, pourquoi avoir choisi l'instruction en famille et surtout aujourd'hui, comment ça se passe. Et nous avons également un papa. Je vous ai dit le tableau, voilà, je recommence avec le tableau. Le plateau, il est bien réparti. On a une maman, mais on a également un papa, parce que les papas également sont concernés. Loïc, qui est papa, parent spécialisé IEF, qui est également prof d'anglais, qui est arrivé en Guadeloupe déjà petite année. 7 mois. Non, même quelques pas, mois. Même pas, 7 mois. Mais je suis d'ici. Voilà, Loïc est guadeloupéen, qui était expatrié en Angleterre depuis déjà 12 ans. Paquette l'année, voilà, qui a décidé de revenir en Guadeloupe et qui est prof d'anglais, parent également, qui pratique l'IEF et qui est accompagné de Lovan. Bonsoir. Hello Lovan, tu vas bien? Oui. Voilà, mais je vous disais, nous n'y tout le monde présent aujourd'hui là pour nous parler de ça. On l'a dit en début d'émission, de plus en plus de parents qui souhaitent en tout cas, qui s'intéressent à l'instruction en famille. Nelly, est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Déjà, cette petite question. Après, on part découvrir l'association. D'accord. Mais pourquoi tout simplement, je pense que l'éducation nationale telle qu'on la connaît peut-être ne répond pas forcément à l'enfant. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est très difficile tout ce qui est école avec les problèmes de grève, les problèmes de rats, les problèmes de pas d'eau, etc. Ouais. Voilà, donc il fait que toutes ces petites choses là, ça, on fait que, voilà, au fur et à mesure, les gens se sont tournés vers ce qu'on appelle l'instruction famille, mais bon, communément appelé l'école à la maison. Et pareil aussi, la période de confinement où, entre guillemets, on s'est trouvé obligés pour certains de faire l'école à la maison, donc certains se sont trouvés, mine de rien, le petit moment que leur enfant fait l'école à la maison, ils ont vu que c'est différent, un comportement différent. Donc voilà, toutes ces petites choses font que voilà, les familles veulent faire l'école à la maison. Les familles s'y intéressent. Très bien. L'instruction famille, comment on pourrait définir l'instruction en famille? Ben ça porte vraiment c'est simple. Donc instruire, donc apprendre, transmettre des apprentissages, transmettre des choses que je connais, mais par la famille. Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est-à-dire que je n'envoie pas, voilà, donc je n'envoie pas mon enfant. Je n'envoie pas mon enfant dans un établissement scolaire pour que ça soit un professeur d'école qui lui fasse cours, je en tant que parent, mais c'est large dans le sens que quand on dit famille, c'est-à-dire que papa peut y participer, ma tante peut y participer, ma grand-mère peut y participer, c'est l'ensemble. Je dirais de la famille qui est autorisée à faire ces apprentissages pour ses enfants. Pour ses enfants, très bien. Nous allons détailler tout cela dans un instant. Alors Nelly, tu es présidente de l'association IEF et Coscoline en Guadeloupe, une association qui a aujourd'hui 3 années. Alors, quel est, pourquoi ou décider tout simplement de monter association là ça? Alors tout simplement parce que ma fille Chanel ici présente, c'est avec elle que j'ai démarré cette aventure de faire l'école à la maison. Il s'est passé que quand il a fallu l'inscrire à l'école à l'époque, plein de petites choses comme celles que j'ai citées tout à l'heure là ont fait que je me suis dit waouh, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et machinalement je tape sur internet, je ne veux pas envoyer mon enfant à l'école. Et puis là, je vois, boum, que c'est possible, que c'est légal et que ça existe. Donc, je suis partie sur ça. Et la première, lors de notre premier contrôle, je dirais, la première chose qui est revenue, c'est ce qu'on appelle la socialisation. Un petit peu, ton enfant, mais comment est-ce qu'elle va voir du monde, comment elle va faire pour voir d'autres enfants, etc. Et c'est là qu'on m'a bien fait comprendre la différence entre le fait d'envoyer, puisqu'à l'époque, elle était dans énormément d'activités extrascolaires, comme on dit. Donc, elle faisait de l'équitation, elle faisait, etc. Et on m'a dit, non, c'est pas ça la socialisation, puisque les enfants qui vont à l'école ont des activités extrascolaires. Donc, il faut que dans tes journées, il faut trouver une solution pour que ton enfant ait des contacts avec d'autres enfants. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais créer... au départ, c'était un regroupement de parents. Je me suis dit petit à petit. Et puis, comme j'ai ça en moi, je dirais, avant même de faire l'école à la maison, je suis quelqu'un, j'aime découvrir mon île, j'aime aller à la rencontre des autres, etc. Organiser donc, aussi des événements, voilà. Des rencontres. Et c'est de là, petit à petit, j'ai commencé à dire aux parents, créer un groupe WhatsApp vite fait. Et puis, on se fait plusieurs parents. Comment tu as fait la rencontre, justement, de d'autres parents qui étaient comme toi dans cette démarche? Tout simplement sur les réseaux. Alors j'étais quelqu'un déjà, entre guillemets, très populaire. Je connais beaucoup de monde en Guadeloupe. Donc il fait que petit à petit, quand les gens ont vu, donc effectivement, l'âge de Chanel à rentrer à l'école, de mon entourage, beaucoup me demandaient, mais va pas à l'école. Et puis quand je passais dans la rue, tout. Et il y en a d'autres, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis tombée sur des parents qui m'ont dit, mais moi aussi, je fais l'école à la maison. Je dis, ah bon, je savais même pas qu'en Guadeloupe, qu'il y avait d'autres familles comme moi, etc. Ça, tout à fait. Et petit à petit, voilà, comme ça. Hein. Et puis, on s'est créé... On a l'impression que c'est tabou. Ah oui, énormément, jusqu'à maintenant. Pourquoi c'est tabou? Il faut savoir qu'on a comme mentalité en France, je dirais, donc comme la Guadeloupe dépend de la France, donc on a ça, il faut aller à l'école. Et je dirais encore plus nous, familles antillaises, parce que moi je sais que les familles antillaises, ce qui est important, c'est que tu ailles à l'école et surtout que tu arrives à l'école, que tu sois diplômé. Donc c'est une coutume. Le fait de garder son enfant à l'école, de garder son enfant à la maison, c'est mal vu. Hein? C'est mal vu. Pourquoi? Parce que c'est pas habituel. C'est normal que quelque chose qui sort d'un contexte de la société tel qu'on la voit, c'est normal que voilà. Donc il fait que quand je vais par exemple même au supermarché, hein, en pleine semaine où il y a école, j'arrive à la caisse du supermarché, la caissière au réflexe, t'es malade? Pourquoi t'es pas à l'école? Ah non, non, je fais l'école à la maison, etc. Même une fois au restaurant à midi, mais dépêche-toi, tu reprends sûrement les comptes à l'heure. Non, j'ai le temps. Voilà, ça a toujours. C'est toujours des petites réflexions. Voilà. Quand c'est les vacances scolaires, ça passe. Tout le monde dit c'est bien, mais quand la rentrée arrive ou les fins de vacances scolaires, voilà, on est en période. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'association regroupe combien d'adhérents?
Je suis à 1000 adhérents. Ouais, je dirais. Alors 1000, c'est large. Je ne dirais pas qu'il y a 1000 personnes sur le groupe qui font les instructions en famille. Adeline, je crois, fait les recherches. Peut-être elle pourra donner un peu plus de chiffres du monde. Oui. En Guadeloupe. En Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, il y a à peu près 1000 familles déclarées. 1000 familles déclarées. Mais il y en a beaucoup plus en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se déclarer, puisqu'ils ont peur, voilà, ils ont peur. Ok, on va en parler. Ça les inquiète. Voilà, donc je disais, et pareil aussi, alors il faut savoir que les co-schooling, ce sont justement des enfants scolarisés. Parce que pourquoi j'ai pas voulu créer une association où je regroupe que des familles. D'accord. Parce que je me dis, on n'est pas justement une communauté à part, c'est juste une autre façon, je dirais, de transmettre des apprentissages à mon enfant. Donc je voulais pas. Donc les co-schooling, ce sont des enfants, des familles qui scolarisent et qui sont prêtes à venir nous accompagner, je dirais, pendant les vacances scolaires. Et puis comme pareil aussi, avec tous ces soirs de grève, tout professeur absent, ben, il y a des familles qui arrivent et qui viennent nous rejoindre. Donc il fait que dans les 1000, je peux pas me permettre de dire que j'ai toutes les familles en IF en Guadeloupe, mais voilà, j'en suis quand même après 3 ans à 1000 membres déjà, je dirais, Facebook. Et après, voilà, entre les participations, ceux qui viennent pas, c'est beaucoup plus... Il y en a beaucoup moins. Non. Très bien. Ok. Grazielle, maman spécialisée IEF. Pourquoi avoir choisi ces spécialités? Spécialisée à mes dépens, puisque je pratique l'IEF maintenant depuis 4 ans. Ça n'a pas été un choix au début. C'est un peu venu naturellement parce que, comme Nelly l'a bien dit, on a un contexte particulier qui est ce qu'il est. Et il y a aussi ce que propose aujourd'hui l'éducation nationale qui ne correspondait pas forcément tout à fait à ce que j'avais besoin en tant que maman. Donc, je me suis orientée vers ce choix. Tu dis ce que tu avais besoin en tant que maman. Est-ce que tu peux détailler, définir? Alors, là, ça va faire le lien justement avec le fait que je sois éducatrice Montessori. Parce que ce que je recherchais avant tout, c'était que le rythme de mon enfant soit respecté. Et j'ai cherché un petit peu, est-ce qu'il n'y avait pas des écoles qui respectaient davantage le rythme de l'enfant, surtout qu'à l'époque, il était en maternelle, donc c'était important pour moi. Et là, j'ai découvert la pédagogie Montessori, qu'il existait des écoles Montessori, mais très vite, on se rend compte quand même sur le territoire qu'il n'y en a pas tant que ça, qu'elles ont un coût, et aussi que, en termes de logistique, on ne peut pas forcément toujours mettre son enfant dans une école privée. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas l'école à la maison? Et de ce constat m'a permis vraiment de m'ouvrir des portes sur quelque chose de vraiment intéressant. Et en démarrant, je me suis rendu compte, comme Nelly l'a dit, que pas mal de familles pratiquent l'école à la maison et que c'était important en fait de se retrouver aussi entre parents qui pratiquent l'école à la maison. Et en créant donc la structure Papillon Flamboyant, ça a été l'occasion aussi de mettre en place des ateliers, cette fois plutôt hebdomadaires, où les enfants pouvaient venir une fois par semaine pour se retrouver, pour faire des activités dans le domaine des apprentissages, mais de manière différente de ce que l'école publique ou l'école classique peut proposer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que les parents aussi, comme ils pratiquent l'école à la maison, ils avaient aussi envie de se former. Donc, petit à petit, cette structure Papillon Flamboyant est aussi devenue un centre de formation qui propose donc des formations pour les professionnels, des enseignants qui l'appliquent dans des classes, mais aussi pour les parents qui font l'école à la maison et qui veulent appliquer la méthode Montessori à la maison avec leur enfant. Okay. Il y a de plus en plus de parents qui ont envie de compléter un petit peu déjà leur savoir, leur connaissance, se former pour offrir, pour transmettre une pédagogie à leur enfant. Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, en effet, on entend ces deux termes, école à la maison, instruction en famille. Et le mot école à la maison, on a l'impression d'imaginer que l'enfant est dans sa salle de classe, comme si c'était une école dans la maison. Moi, c'est souvent ça. On me demande, oui, ça commence à quelle heure, finit ça à quelle heure, 7h midi. Oui. Oui, vas-y, Nelly. Ça a été changé dans la nouvelle législation. L'école à la maison, c'est dans le langage commun. L'école à la maison est interdit en France. C'est interdit en France. Donc, en Amérique ou ailleurs, on appelle d'ailleurs le homeschooling, je crois. C'est homeschooling, voilà, c'est autorisé. Mais en France, l'école à la maison est interdit. Et là, avec la nouvelle législation qu'ils ont fait, ils ont changé l'intitulé. Et ils l'appellent maintenant instruction en famille, comme ça devrait le faire. Instruction Parce que pour eux, dès lors que tu fais l'école à la maison, on appelle ça des écoles clandestines. Donc, il fait, c'est interdit. On vous retire vos enfants. Donc voilà, aussi pareil aussi, il faudrait que les gens s'habituent à ne pas appeler ça école à la maison. C'est vraiment verbalement qu'on appelle ça, mais l'école à la maison est interdite en France. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Non, mais c'est très bien de le dire aussi, puisque les termes sont importants. Donc l'instruction en famille. Exact. On dit donc plus en plus de parents font cette démarche de se former
former. Tout à fait, parce que l'idée finalement, comme l'a dit Nelly, l'idée n'est pas de reproduire à la maison ce qu'on fait à l'école. Quitte à faire différemment, allons-y pour faire quelque chose de différent. Donc on va instruire notre enfant en s'adaptant à la vie de la maison, à la famille qui est disponible pour nous accompagner sur ce chemin. Et du coup, de plus en plus de grands-mères, d'oncles, de tantes sont prêtes à venir se former à la méthode Montessori notamment, mais pas que, pour faire des choses différentes. Et pour le coup, la méthode Montessori a cette particularité d'être assez bien cohérente avec ce que recherche un parent en école à la maison, parce que les 3 grands piliers de la méthode Montessori, le premier, c'est qu'on cherche vraiment à respecter le rythme de l'enfant. Donc là, à la maison, c'est vraiment possible de le faire. On n'a pas les horaires, les contraintes des horaires. On a envie aussi de développer la confiance en soi de l'enfant. Donc là, on a davantage le temps de le faire. On est moins sur un système de notation, de compétition. Donc là, la confiance en soi de l'enfant peut mieux s'établir. Et aussi, c'est souvent une pédagogie qui va chercher à rendre l'enfant plus autonome. Donc, on n'est pas dans un système où on va dire à l'enfant, de 8h à 10h, tu fais ça, de 10h à 11h, tu fais ça. On va lui laisser une certaine liberté dans la matière par laquelle il a envie de commencer pour le laisser et le guider vers plus d'autonomie. Alors, justement, est-ce que, on rentre dans le vif du sujet, est-ce que cette méthode est adaptée à tous les parents? Je pose d'abord la question aux professionnels, entre guillemets, qui sont là. Après, en deuxième partie de l'émission, on va mettre l'accent sur les parents qui vont faire le retour d'expérience. Est-ce que, Graziel, selon toi, cette méthode est adaptée à tous les enfants et ensuite à tous les parents? Parce que Missy Coco, qui est sur le live, nous demande, tous les parents ont-ils la capacité de faire l'IEF? Et l'enfant est-il plus instruit auprès de ses parents? Alors, moi, si on parle vraiment de la méthode Montessori, selon moi, elle est adaptée à tous les enfants, puisque l'idée, c'est de respecter son rythme. Maintenant, c'est justement aux parents de voir que dans certaines situations, je vais plutôt utiliser ce matériel, parce qu'on utilise du matériel, ou cette philosophie, alors que pour un autre enfant, je vais faire différemment. J'en suis la preuve, puisque j'ai un enfant à qui je fais l'école à la maison, l'autre à qui je fais du co-schooling, et je n'ai pas utilisé la méthode Montessori de la même manière pour les deux. Très bien. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit adaptée à tous les parents, parce que c'est vraiment une philosophie de vie. Il y a certains parents qui ont vraiment... Voilà, c'est vraiment un mode de vie, il faut le vivre. Et il y a certains parents, par exemple, pour eux, c'est impensable de ne pas suivre. Pour eux, c'est impensable que l'enfant choisisse qu'il va commencer par les maths puis le français. Non, pour eux, c'est moi qui a décidé, au café maths d'abord, au café français après. Et on fait on fait ça, il faut aimer 4 heures de temps. Et c'est un peu un conditionnement. Exact. C'est vrai qu'on parle de mode de vie, etc. Oui, Nelly? Et pareil, alors là, elle parlait de la méthode Montessori, mais moi je parlais de l'IEF en lui-même. Au début, il y a quelques années de ça, j'étais la première à dire que pour moi, n'importe qui peut faire l'IEF. Et au fil du temps, je me permets de dire que non. Et surtout, quand on prend la décision, parce que comme je disais tout à l'heure, là, c'est pas une habitude qu'on a de vivre comme ça. Donc, il fait que la personne, pour moi, qui doit se décider à faire l'instruction en famille, doit se préparer. Parce que pareil, faire l'instruction en famille, c'est quelque chose aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Parce que pareil aussi, des fois, professionnellement parlant, peut-être je suis obligée de adapter mon travail, donc changer de branche. Peut-être travailler pour moi-même, je peux plus être salarié. Il y a toutes ces questions-là, ça. Donc le parent, la vie aussi du parent est impactée par ce choix de vie. La composition de la famille. Je peux avoir une famille recomposée. Pareil aussi, des fois, je peux les gardes alterner. Papa peut ne pas être d'accord pour laisser sa famille, alors que moi, maman, je suis d'accord. Donc tout ça aussi, il faut que les gens fassent attention. C'est vrai que dans l'ensemble, quand on y est, j'estime moi que c'est facile. J'estime qu'au point où j'en suis, c'est plus facile pour moi de faire l'instruction famille que d'envoyer mes enfants à l'école, que ce soit même pour moi dans le fait d'être mieux, dans le fait que mes enfants soient mieux, c'est plus facile. Mais si une famille maintenant là, veut rentrer en instruction famille, j'estime pour moi qu'il faut qu'elle se prépare à ça. Parce qu'on ne peut pas non plus aussi, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent en instruction famille et les enfants après ça redemandent à aller à l'école. Pourquoi? Parce que l'instruction famille n'a pas été préparée. Ce sont des gens qui, un petit peu comme disait Graziel tout à l'heure là, qui veulent reproduire l'école à la maison. Donc dans le sens qu'ils lèvent les enfants à la même heure qu'ils devaient se lever à l'école, ils installent des bureaux chez eux avec toutes sortes de choses, affichage, comme si c'est une école qu'ils ouvrent chez eux et l'enfant a un devoir avec un emploi du temps. Alors à 8h, tu t'assois, tu fais des maths, etc. J'estime pour moi que non, ce ne sont pas des familles qui sont adaptées pour faire l'instruction en famille. Et ça fait un échec. Voilà, c'était ça. Mais il y a aussi peut-être le niveau d'instruction même des parents. Non, alors là, non, pareil. J'estime pareil aussi, ça n'a rien à
avoir toute catégorie sociale par contre possible. Quelqu'un aussi peut être entre guillemets analphabète. Pareil aussi, il y a des familles entre guillemets qui arrivent en France, qui ont des compagnons français ou guadeloupéens qui arrivent en Guadeloupe, qui ne parlent qu'italien, qui ne parlent qu'espagnol, et pourtant qui font l'instruction famille en français, parce qu'en 2022 quand même on a Internet, on a des supports, on a Google, on a Pinterest, Google Traduction, tu peux traduire un texte entier maintenant de n'importe quelle langue que tu veux. Donc j'estime que là par contre quelqu'un même qui ne sait pas lire et écrire peut tout à fait peut faire l'instruction en famille à son enfant. Là n'est pas le problème. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que de la même façon qu'il faut se préparer, mais pareil aussi quand tu es préparé, l'instruction en famille permet cette liberté. Alors pourquoi je rentre peut-être dans les plus des détails des détails d'instruction en famille. Un enfant qui va à l'école sera évalué par classe. Donc mon enfant va en CP, ils ont des compétences bien précises en tant que professeur d'école à transmettre aux enfants. Donc à la fin de CP, mon enfant doit savoir telle chose, fin de CE, il doit savoir telle chose. Un enfant qui a une instruction en famille, c'est plus ça. Alors il y a quelques années, c'était de 6 à 16 ans. Depuis l'année dernière, cette année, pardon. D'accord, alors qui fait que c'est de 3 à 16 ans. Et toutes les compétences demandées dans le tronc commun qu'on demande de l'éducation nationale à l'école, l'enfant qui a une instruction en famille a jusqu'à 16 ans pour l'apprendre. Donc il fait que même si ton enfant arrivera à 14 ans, ne savait pas lire, mais il a développé des compétences ailleurs. En SVT, les enfants qui sont en instruction en famille, tout ce qui est SVT, sens de la vie de la terre, comme les enfants ne les apprennent pas dans un livre, mais ils les apprennent directement dans la nature. L'expérimentation. Donc il fait, tu verras que les compétences à ce niveau-là, elles sont développées, mais pareil pour les mathématiques, les enfants qui sont en instruction en famille développent les mathématiques différemment. Peut-être que la méthode d'éducation nationale ne va pas forcément avec tout le monde. En instruction en famille, des recherches que j'ai déjà faites sur ces enfants qui en mathématiques, ils se développent énormément. Donc ça permet que, même si ton enfant, par exemple, n'a aucune compétence en français, le fait qu'il en ait acquis ailleurs, lors des contrôles que l'inspection académique font, ça passe. Alors j'ai le cas par exemple de ma fille Chanel qui a de grosses difficultés en lecture. Elle a un niveau lecture, je dirais, d'enfant de moyenne section maternelle. Par contre, en mathématiques, elle a le niveau d'un enfant de 6e. Pourquoi? Parce qu'un enfant d'instruction famille est évalué sur ses compétences. Donc, on n'a pas cette histoire de notes. Je ne suis pas notée 17, je n'ai pas la moyenne de la classe, etc. Je suis notée sur ce que moi j'apprends. Donc, compétences acquises, non acquises ou en cours d'acquisition. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a des contrôles en instruction famille. Donc, j'estime que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas cette pression de à la fin de l'année, il faut finir. Pareil aussi, tous les diplômes français, les gens l'oublient. Il n'y a pas d'âge pour passer le diplôme français. Il y a qu'à voir, il y a des femmes à 40 ans qui passent sur bac, c'est pas pour rien. Mais pareil, un enfant qui a une instruction en famille, toi qui es le parent, la famille qui accompagne ton enfant peut avoir 10 ans là, tu estimes qu'il est prêt à aller au brevet des collèges, tu l'envoies. Ton enfant peut avoir 14 ans là, il peut passer le bac. Donc pareil, un enfant qui a une instruction en famille, tellement que c'est pas un niveau de classe qu'il évalue, il peut passer son bac dès lors que lui a telles les compétences nécessaires pour se proposer à ce... Voilà. Très bien. Une question plutôt d'ordre au niveau des démarches de la législation. On va voir qui est-ce qui pourrait y répondre, entre Nelly et Graziel. Y a-t-il des démarches spécifiques à faire pour l'instruction en famille? Alors, Missy Coco dit l'école à la maison, rectifie. L'instruction en famille. On parle de réglementation, législation, procédure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à cette année scolaire, en tout cas... Les choses ont évolué. Voilà, les choses ont beaucoup changé depuis août dernier. Jusqu'à cette année scolaire, en tout cas, quand un parent souhaitait pratiquer l'instruction en famille, il fallait qu'il envoie un courrier au rectorat et à la mairie de sa commune pour déclarer « je fais l'école à la maison ». De ce courrier, il recevait donc des convocations une fois par an pour suivre l'évolution de l'enfant. À partir de septembre prochain, il ne s'agira plus d'une déclaration, mais il faudra demander une autorisation. Donc on perd beaucoup en liberté, parce que ça veut dire qu'un parent maintenant, il peut se voir refuser de pouvoir faire l'école à la maison. Alors, quels seraient les motifs du refus? Alors voilà, parce que pour pouvoir qu'on accepte cette autorisation, il faut rentrer dans 4 cases. La première, soit l'enfant doit être handicapé ou avoir un problème de santé. La deuxième case, c'est l'enfant fait du sport de haut niveau, donc il ne permet pas d'aller à l'école. Voilà. La troisième, c'est si le parent est itinérant, par exemple, il travaille dans un cirque. Voilà. Et la quatrième, et c'est celle-là qui est un peu floue, et là où les parents vont essayer de s'engouffrer, c'est si l'enfant a une raison particulière, il a une raison propre qui fait que c'est pas bénéfique pour lui d'aller à l'école. Et c'est très ennuyeux finalement cette nouvelle loi. On peut le mettre parce que ça veut dire qu'il y a des parents qui aujourd'hui ne rentrent dans aucune de ces cases et
qui ont envie de pratiquer l'école à la maison. Comme un mode de vie, Comme un mode de vie, philosophie, tout à fait. etc. Comme un mode de vie, tout simplement parce que pour eux, ils souhaitent que leur enfant évolue dans cette philosophie de vie, dans son fonctionnement. Alors, ce que je dis aux parents, en tout cas, qui en tout cas pratiquent déjà l'école à la maison, il faut se rassurer sur le fait qu'une fois qu'on est déjà dans cet engagement, Nelly l'a dit, c'est des fois tout un fonctionnement de vie. On a changé des fois de métier, on ne va pas nous imposer du jour au lendemain de mettre nos enfants à l'école. Donc on nous laisse quelques années pour poursuivre l'école à la maison si les contrôles sont considérés OK. Par contre, un parent qui veut démarrer l'instruction en famille en septembre prochain, il va falloir qu'il passe par cette autorisation. D'accord, très bien. Oui, vas-y Nelly, ensuite on va... Alors, oui. il faut savoir que la législation officielle en UF change à partir de l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, ça va. Pareil, maintenant là, les personnes qui veulent instruire justement pour septembre 2022, la date limite c'est le 31 mai 2022, pour entrer en septembre 2022. D'accord. C'est-à-dire, la nouvelle législation dit que la déscolarisation ne sera plus autorisée. Un enfant, justement, la famille aura décidé qu'elle termine le mois de juin, qui n'est pas au courant qu'il faut qu'elle inscrive son enfant avant le mois de mai. Officiellement, elle est obligée de mettre son enfant à la rentrée en septembre. Et dans le cas où elle estime que l'école est vraiment un endroit où son enfant ne peut pas pour diverses raisons, mais qui ne rentre pas dans les critères que Grazielle vient de citer, elle a ce qu'on appelle un dossier pédagogique à préparer pour faire sa demande. Ce dossier pédagogique, si c'est un facteur médical, l'Éducation nationale a recruté des personnes à partir de septembre, même août, je crois, 2022, qui vont eux-mêmes vérifier ces dossiers-là. C'est-à-dire que maintenant, des experts, oui, qui vont vérifier ces dossiers. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus arriver avec son dossier médical du médecin. Tant mieux si on l'a, mais le dernier mot, ça sera ces gens-là. Ça. Pareil aussi, ça peut être un autre, je dirais, cas différent. Donc, tout ce qui est trouble, je dirais peut-être phobie scolaire, par exemple. En général, ils ont décidé que la phobie scolaire ne rentrait pas dans la case d'enfants. Pareil aussi, tout ce qui est les raisons port du masque, vaccination, etc. ne sont pas acceptées. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « je ne veux pas que mon enfant porte le masque à l'école, donc je ne mets pas à l'école ». Ces raisons ne sont pas acceptées. Alors pareil aussi, dans les critères que Grazielle a parlé, dans ce qui concerne l'handicap, ce n'est pas tous les enfants handicapés non plus qui sont acceptés. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand un enfant handicapé, les familles se battent plus pour les mettre à l'école que ne pas les mettre. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas le problème. Quand on parle d'handicap, c'est que cet enfant-là, ça, a un dossier à la MDPH déjà fixé, signé, qui dit qu'il n'est pas apte à aller à l'école. C'est ça en général qu'ils veulent. Dans les itinérants, ce n'est pas que les gens de voyage. Je peux décider, moi, qui ne travaille pas, je suis au foyer, mon compagnon est en Guadeloupe, il travaille, je décide de faire, je voyage, déjà c'est ce que j'ai prévu comme projet, de voyager partout un petit peu, faire le tour du monde. Ça, dès lors que j'ai pu prouver mes billets d'avion que je pars, ça c'est accepté aussi. D'accord. Donc on peut faire ça. Et pareil aussi, toutes les branches artistiques, sport, effectivement, si mon enfant par exemple est au Krebs là, qui peut faire l'école à la maison, son dossier est accepté sans problème. Pas mal de critères, etc. Donc, finalement, la procédure, ça alourdit, hein, on peut dire ça. Hein. Ah oui. Okay. Donc, et pareil, les critères dans le dossier pédagogique, parce que c'est-à-dire que maintenant, il faut que le parent prouve que l'un des deux parents est disponible. C'est-à-dire, même si je travaille, il faut que ça soit un travail, par exemple, où je suis chez moi, que je prouve que ma présence est chez moi pour commencer à faire l'UF. De deux, il faut que le parent qui se désigne pour faire l'instruction en famille ait le bac ou l'équivalent. Chose qui n'était pas demandée avant. Ah ouais. Et etc., etc. Il y a des... Pareil pour les familles qui sont déjà en IEF. Celles qui ont eu le contrôle avant le 31 mai, qui ont le retour, ou du moins 2 mois après avoir eu leur contrôle, si elles ont une réponse positive, elles ont une dérogation pour 2 ans, mais qu'elles doivent signaler avant le 31 mai de chaque début d'année. C'est-à-dire que moi, si j'ai eu mon retour de contrôle qui est positif, si je ne déclare pas mon enfant avant le 31 mai avec la case estimant que j'ai déjà eu mon contrôle, je suis déjà en IEF, mon enfant pareil, j'ai une injonction de le mettre à l'école. Donc il fait qu'ils ont entré dans tellement de petites choses maintenant, tout ça pour, je pense, réduire l'IEF et ses libertés. Pour réduire l'IEF, et puis on va en parler en deuxième partie avec les parents qui sont présents aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes en direct télé, en direct Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions. On y répond sur le live Facebook via le chat.
mais également, n'hésitez pas à nous appeler au 0590 96 10 10. Alors, nous allons faire une courte pause avec notre rubrique Coudier, avec la blablateuse qui est présente. Et puis, nous allons revenir en deuxième partie, justement, pour faire le point avec les parents qui sont présents et le retour d'expérience. Yes. La blablateuse. Oui. Alors justement, ça va plaire à certaines personnes le sujet du jour, parce que là, j'embarque un endroit où pas mal de nos auditeurs résident, en tout cas là, certains qui réagissent notamment à ce qu'on dit et qui nous contactent sur le Facebook, puisque je vais à Paris. Il y a un événement super intéressant ce week-end, donc je répète, l'événement dont je vais parler va se passer à Paris ce week-end. Non, parce que d'habitude, tu sais, on part Caraïbes. Exactement, mais il y a bien mes petits Caraïbes là, mais là... Ce sera à Paris. Voilà, ça, c'est la première chose très importante à retenir. Ensuite, donc, l'événement en question est un marché afro-caribéen. Donc, ce que j'ai trouvé super sympathique, c'est que déjà, c'est une proposition qui est organisée 4 fois par an déjà à Paris depuis 2017. Et ils cherchent à mettre en valeur le savoir-faire des créateurs issus de la culture afro-caribéenne. Donc là, c'est en gros une vente éphémère parisienne avec plusieurs fois dans l'année où on peut retrouver des artisans, des créateurs qui proposent donc leur savoir-faire, mais toujours uniquement que des artisans créateurs afro-caribéens. Et cet événement rassemble toute la famille, puisque quand je vais vous exposer tout à l'heure les propositions qu'on va nous faire là-bas, enfin du moins ce week-end, vous allez tout de suite comprendre. Donc, histoire de vous donner quelques renseignements intéressants, je vois qu'il y a Mylène qui a réagi, elle est à Paris apparemment. Donc, ça va se dérouler, comme je disais, ce week-end, 26 et 27. L'adresse, 7 rue Froissart, Paris 3e. L'entrée est gratuite. Ah, c'est super ça. L'entrée est gratuite. Il y aura de la restauration sur place. Une trentaine d'exposants sont attendus ce week-end. On va y retrouver justement, c'est là où vous allez pouvoir voir ce que je disais quand je disais que ça concernait la famille. Les bijoux, cosmétiques naturels pour tous, poupées pour enfants, stand culinaire, littérature pour tous, spiritueux, là c'est un adulte, artisanat, notamment haïtien. Il y aura un exposant de cet artisanat-là spécialement, vêtements et accessoires, et également des jeux culturels, parce qu'on en a de plus en plus. Oui, ça, on avait eu notamment Fond l'Esprit Coco qui était venu présenter son jeu. Et bien, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ces types de propositions. Et là, vous allez avoir des exposants autour de cette thématique-là. Donc là, les gens pourront aller découvrir sur place, mais tout ce qui est présenté. Voilà, on peut obliger courir à droite, à gauche, là, tout est réuni. En un seul lieu, il y aura tout. Et l'entrée est gratuite. Donc, je ne sais bien sais pas. Ça se déroule depuis 14h, oui, voilà, de 14h à 20h. Voilà, donc Paris 3e. Et en plus de ça, les organisateurs ont comme partenaire une association qui se nomme Anakaona, oui c'est ça, qui les accompagne depuis 2018, et c'est une association haïtienne, et du coup ils se sont spécialisés dans le savoir-faire du marée-tête. Africain principalement bien sûr, puisque ce sont nos origines, et donc il y aura des démonstrations. Donc, comme il y a une fois aussi, j'étais venue avec le marée-tête. Il y en a qui sont venus me dire marée-tête, tout ça. Eh bien, vous pouvez aller apprendre à faire votre marée-tête et aussi à acheter des tissus pour pouvoir les faire. Et vous aurez des spécialistes sur place qui pourront vous montrer que rapidement, en 2 minutes, comme je disais la dernière fois, comment vous pouvez avoir des petits ateliers sublimés avec ça. Donc, du coup, voilà. Donc, pour avoir toutes les informations qui concernent cet événement-là, vous avez le site web www.marchéafrocaribéen.fr, bien entendu sans accent, tout collé. Et j'invite même, pas seulement les visiteurs à aller regarder le site pour avoir des renseignements, mais aussi, pourquoi pas, des créateurs ou artisans qui voudraient exposer. Ça, c'est bien. Parce que, comme
comme je viens de dire, c'est une initiative qui est organisée 4 fois par an à Paris quand même. Okay. Ça peut apporter une visibilité sur ce que vous faites. Ça peut aussi vous permettre de réseauter, etc. Donc, même si vous êtes en Guadeloupe, mais de passage à Paris, pourquoi pas? Donc, vous prévoir ce passage-là. Prévoir ce passage-là pour être intéressant pour développer, comme je disais, la visibilité. Donc, rendez-vous sur le site, je répète, www.marchéafrocaribéen.fr pour avoir les coordonnées des organisateurs et puis des exposants. Voilà. Et puis, tu disais, faites-nous un retour. Voilà. Donc, les personnes qui sont sur Paris et qui sont disponibles pour aller soit samedi, soit dimanche au marché, j'attends vos retours mardi prochain pour me dire sur le chat ou au téléphone ce que vous avez pensé de l'événement dont j'ai parlé. Voilà. Missy Coco qui nous dit super concept ce marché afro-caribéen. Absalom Hugues Théodore, que ça veut dire ça? Je serai là, les filles, venez nombreuses. Paris 3e. Merci la blablateuse, toujours top tes découvertes. Merci beaucoup. On continue avec nos invités du jour. Pour ceux et celles qui rejoignent l'émission actuellement, nous sommes en train de débattre, d'échanger, partager en tout cas autour de l'instruction en famille. Nous avons ici présent, je le rappelle, Nelly Alphonse, qui est présidente de l'association IEF Ecoschooling en Guadeloupe. Nous avons également Madame Grazielle Bracor, qui est membre de l'association Yé Maman Yé, maman spécialisée IEF et éducatrice Montessori. Merci encore d'être avec nous. Et à vos côtés, Adeline Guichard, qui est parent de 3 enfants, Prudence, Prune et Gabriel, ici présente, et Loïc, parent spécialisé IEF, prof d'anglais. Nous partons en cette deuxième partie d'émission du côté des parents. Loïc. Oui. Alors Loïc, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Loïc, le père de Lovan. J'ai commencé l'instruction en famille depuis cette année par rapport à beaucoup de choses déjà, parce que j'avais envie déjà. Et avec toute la crise qui se passe, et je vais pas mentir aussi, comme je suis revenu ici, en Angleterre, on n'a pas... Oui, voilà, je vis en Angleterre. Donc en Angleterre, on n'a pas besoin, tu sais, en France, on a toute une série de vaccins obligatoires et les enfants doivent avoir ces vaccins-là pour aller à l'école, blablabla. En Angleterre, c'est pas obligatoire. Donc, il n'a jamais eu de vaccin comme ça. Donc, pour moi, c'était ma petite excuse avec sa mère pour dire... il a pas ses vaccins, il peut pas aller à l'école. donc voilà, c'était mon excuse. Donc on a fait toute la démarche, donc on envoyait la lettre à la commune. Est-ce que vous êtes, parce qu'elle le disait tout à l'heure, la Nelly, parfois les deux parents ne sont pas d'accord. Ah ouais, on a eu un conflit, on a eu un petit, c'est pas un conflit, mais un désaccord, parce que la mère c'est quelqu'un de très académique qui croit en l'école et tout ça. Et moi, je suis le contraire. Je ne crois pas que l'école apporte un bénéfice à l'enfant ou quoi que ce soit. Donc, je préfère prendre cette responsabilité et lui apprendre tout ce qu'il faut. Donc, ça a été difficile de vous mettre d'accord? Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais comme il a fait... il était en Angleterre, il était à l'école. Donc depuis en Angleterre, je voulais déjà faire l'instruction en famille. J'avais une entreprise, je travaillais, j'avais pas le temps, en vrai. En arrivant ici, j'ai dû fermer mon entreprise et tout. Puis en arrivant ici, j'ai le temps. Donc je le fais. Je le fais et avec plaisir, ça se passe super bien. Alors justement, on retour d'expérience. Concrètement, comment ça se passe? On va essayer de déconstruire un petit peu les croyances qu'il y a autour de l'instruction en famille. Est-ce que Lovan se réveille à 7h du matin? Est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il a des cours du matin jusqu'au soir? Comment ça se passe? Jamais. Alors, je vais pas mentir, on est matinal, donc on se lève tôt, mais on se lève pas pour faire de l'école. En général, quand on se lève, notre journée commence par du sport. On va marcher, faire du vélo, bon, on mange, petit déjeuner, blablabla, douche, on va se connaître. On va faire du vélo, du sport, enfin, on fait, comme ce matin, on a été au bord de mer, on a été prendre l'air, marcher, et on a fait le con au bord de mer aussi, qui fait que, bon, c'est différent de rester à la maison. Après, c'est vraiment, 30 minutes, 1 heure. Après, il a eu un cours de français après, puis bon, comme il est né en Angleterre, donc je suis pas très bon en français, du tout pas. Donc il a une prof de français. Donc ça aussi c'est possible aussi d'intégrer dans l'instruction en famille des cours. Franchement, bon, je vais pas mentir, tu me connais un peu. Tu sais que je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un d'indépendant en fait.
je ne vais pas attendre qu'on me dise je peux faire ci, je ne peux pas faire ça. Sincèrement, je le dis devant la caméra, elle est là. Ah bah plaisante, hein. Sincèrement, c'est mon enfant. C'est moi qui lui donne à manger tous les jours. C'est moi qui fais en sorte qu'il ait une éducation. Donc personne, famille, amis, l'État, personne ne peut me dire qu'est-ce que je dois faire. Alors quand tu dis ça, Loïc, ça veut dire que, est-ce que tu sous-entends qu'il y a des personnes qui te font savoir qu'ils sont... Ah ouais, non mais il y a toujours, tu sais, il y a toujours des gens qui vont poser des questions, mais les questions, la façon dont ils te disent ça, tu sens que... Tu sens qu'il y a derrière un jugement. En plus, j'étais pas très fort à l'école. donc ça veut rien dire du tout, ça veut rien dire. Après... On trouve que les enfants qui justement font l'école à la maison n'apprennent rien aussi. On pense qu'ils sont fermés là et que toi, en tant que parent, tu n'es pas professeur. Pourquoi si un professeur se forme pendant tant de temps, toi, parent, tu apprends quoi? Ton enfant demain... Beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Lovan, alors, l'instruction en famille, avec papa, ça se passe comment? Bien. Ça se passe bien? C'est quelque chose que tu apprécies? Alors, toi qui as déjà fait l'école en Angleterre, l'instruction en famille avec papa en Guadeloupe, qu'est-ce que tu préfères? L'école en Guadeloupe. L'école en Guadeloupe. Avec papa. Avec papa ou l'école avec d'autres camarades et une maîtresse ou un maître? Avec papa. Avec papa, tu préfères? Pourquoi justement? Plus de liberté, tu apprends mieux, il y a moins la pression? C'est parce que... C'est in English. I'll translate. I'm not saying that. Il cherche ses mots, Vas-y, on va traduire. I'll translate. Tu peux dire, Lovan, vas-y. Don't say English. Stop. Stop. Il fait le timide là. I'm thinking my words. Oh, go ahead then. Say it in I don't English. know my words. Say it in English. Why do you like it? And I'll translate for them. What makes you like the... It's because there's too much people at school, at big schools, and I'm... Ok, il aime pas quand il y a trop d'enfants à l'école. Il aime bien que... You like when it's just us just and a little bit less people. Donc moins d'enfants, donc des petits groupes. Des petits groupes d'apprentissage, etc. Voilà. Ok, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup au niveau des enfants. On part du côté d'Adeline. Adeline a décidé d'inscrire ses enfants, instruction en famille, depuis 2019. Alors pourquoi cette décision, Adeline? Alors, la vérité, c'est que en fait, je me suis retrouvée. Donc, on a commencé en 2019 en septembre et on a commencé avec grève, pas d'eau. Au bout des vacances de la Toussaint, je fais le topo 2 semaines d'école. Voilà, je me suis dit, à un moment donné, j'ai fait plus de choses avec vous à la maison qu'à l'école. Ouais. Peut-être falloir se poser et de prendre une décision. Non, mais il y a un moment, parce que d'aller tous les matins, lever les enfants tous les matins, se retrouver dans une école qui est bloquée, qui est fermée, qui n'a pas d'eau, il faut repartir, il faut aller chercher à 11h parce qu'il n'y a pas de cantine. C'est hyper fatigant pour les enfants aussi. Parce que même eux, ils n'arrêtent pas, ils ont leur sac de sport, finalement, il n'y a pas de sport. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même... Je me suis posé les bonnes questions de me dire, bon, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? On fait quoi là? Et sachant que j'étais parent d'élève de l'école déjà depuis l'année dernière et que je savais déjà tous les problèmes de l'école, tout ce qui se passait. Donc je connaissais déjà des familles en instruction en famille en métropole et c'est vrai que moi je les admirais toujours, mais j'avais toujours ce retour de la famille. T'as vu, c'est des marginaux, c'est une secte, c'est les enfants, ils doivent manger que des graines et rester entre eux. Enfin voilà. Et bon, j'avais un petit peu peur de ça, du retour de ma famille. Oh là là, ça y est, elle est partie dans un délire. Donc finalement, fin 2019, je décide, donc en décembre, je dis allez stop, on arrête l'école. Et puis j'ai bien fait puisqu'en janvier, il y a eu un mois de grève, donc moi j'étais tranquille. Donc moi par contre, c'est vraiment respecter le rythme des enfants. Il n'y a pas d'heure de lever. Mes enfants, ils se lèvent. Alors Prudence, c'est très matinal, mais Prune pas du tout. Et voilà, si elle se lève... Alors est-ce que quand tu as pris cette décision... Je leur ai demandé. Est-ce que tu en as parlé aux je leur ai demandé aux filles. Gabrielle avait 1 an, donc j'ai demandé aux filles.
filles. Et les filles m'ont dit, oh ouais, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'au début, elles disaient, oh, on n'aura plus de copains. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça, un petit peu. Donc j'ai dit, les copains, déjà, on peut les inviter à la maison, il n'y a pas de souci. Et puis on va s'en faire d'autres. Il y a le sport. Voilà, il y aura plein d'autres moyens de se faire des copains. Si c'était que ça leur crainte, je les ai rassurés directement, de leur dire que on allait trouver la solution. Voilà, notre quotidien en IEF là qui passe. Ah, justement, Voilà. on va D'ailleurs, voir, la première fois tout à l'heure, c'était à la maison. Ouais. on va avoir des images tout à l'heure sur la fin. Alors, Prudence, tu as 11 ans, Prudence. Alors, l'instruction en famille, pour toi, ça représente quoi? Est-ce que lorsque maman t'a appris que tu allais être déscolarisée, est-ce que ça t'a fait peur? Non. Non. Pas du tout. Tout petit peu pour les copines, mais maintenant je m'en suis refait, alors non. Alors, les journées, comment ça se passe? Par exemple, si je me lève, moi j'aime bien me lever tôt. Mais voilà. Et par exemple, je commencerai, ma soeur elle se lève vers 10h. Si j'ai envie de commencer le travail avec elle, je commencerai à 10h. Tu l'attends, mais sinon Voilà. tu peux décider. Ou sinon, je peux commencer avant. Et on fait à peu près 1 heure. Ensuite, c'est ça, on fait à peu près 1 heure de travail. Et pas tous les jours. 1h30. Parce que, par exemple, ce matin, le mardi, on a cirque. Le jeudi, on a prof de langue le matin, d'anglais et d'espagnol. Et c'est un rythme que tu aimes finalement? Ouais. Est-ce que si demain on te disait, bon ben voilà, tu dois retourner à l'école, alors tu es pour ou contre finalement? Ça dépend, mais bon, je sais pas si j'arriverai encore à rester assise toute une journée. Voilà, parce que nous, voilà, le matin, on fait du formel. Moi, je fais du formel, donc je suis quand même un petit peu les cycles scolaires. Mais en revanche, tous les après-midi, on est avec l'association de Nelly. Et donc, tous les après-midi, à partir de 15h, on est en atelier, on est en découverte, on est en vadrouille dans la Guadeloupe. Et voilà, là, c'est chez nous, par exemple. Et on a fait une initiation, c'est chez moi, du Maroc. Voilà, c'est le et donc, voilà, en fait, les enfants, on fait le formel le matin. Un enfant n'a pas besoin d'être 6 heures à l'école, assis pour apprendre un programme. Vraiment. Mais vraiment. Je l'aurais peut-être pas dit il y a 4-5 ans, mais là, je me rends compte. Aujourd'hui, donc les filles, ça fait 3 ans, elles ont toujours eu des contrôles académiques. Juste pour rebondir ce que tu as dit, justement. Alors, il faut savoir qu'un enfant qui est en maternelle, 30 minutes de formel correspond à une journée d'école pour un enfant maternel. Un enfant primaire, 1h30 de formel correspond à une journée d'école. Collège, 2h, 2h30. Après, bon, au lycée, ils savent se gérer, ils font 3h, 4h, ça c'est eux qui vont. Mais il faut que les parents fassent bien le rapport qu'un enfant qui va à l'école toute une journée ne travaille pas plus d'1 heure, 1h30 à l'école, entre la récréation, entre le fait que la maîtresse a quand même peut-être 20 enfants devant elle. Ce jour-là, dans la journée, elle ne se sera jamais occupée de son enfant. consacre finalement 30 minutes mais des fois même pas 5 minutes à un enfant? Elle a 20 enfants, aujourd'hui je peux passer une journée, il y a des enfants qui restent 3 jours à l'école. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, je t'ai terminé, pardon. Nous justement, juste avant la déscolarisation, on avait le cas dans la classe de Prudence, donc c'était son début de CE2, ils étaient 35 élèves, 3 niveaux très distincts, donc il y avait des moins forts, des moyens et des très bons, dont 7 élèves qui étaient à la moitié du temps en classe spécialisée parce que c'était compliqué de suivre. Donc vous voyez comment c'est compliqué avec 35 élèves pour une maîtresse de gérer tous ces enfants. Et en fait, ma fille, elle passait son temps à attendre puisqu'elle était assez à l'aise. Et la maîtresse, elle me dit, c'est vrai que c'est long pour ces élèves-là parce qu'il faut que je m'occupe des autres. Ouais. Elle a que 2 bras, elle est qu'une personne, c'est pas voilà. Et en plus, il faut savoir que voilà, aujourd'hui, par exemple, Prudence qui a des facilités en comparaison, Prune, elle suit son petit programme tranquille parce qu'elle c'est cool la vie, il faut pas la stresser. Voilà, même quand elle écrit, des fois, je lui dis, Prune, t'es rendue que là? C'est bon maman, il n'y a pas le feu quoi, voilà. No stress. Prudence, elle, on est aujourd'hui donc en mars, elle a déjà fini son programme, on va attaquer son programme du coup de 6e puisque ça y est, le programme est clôturé, son contrôle académique est validé. Prune, son contrôle académique a été validé aussi, j'ai eu la réponse hier, donc on est tranquille jusqu'à 2024, on fait partie de la dérogation. Mais maintenant on va enchaîner tranquillement sur le programme 6e et puis on va y aller tranquillement et puis voilà, il n'y a pas de stress, les enfants apprennent, les enfants vivent, les enfants profitent de leur vie d'enfant.
enfants et c'est le principal, quoi. Et en fait, on est beaucoup moins stressé, même en tant que parent, le matin. Faut se lever, se lave les dents, petit déj, cartable. Allez, papa, on se dépêche, il y a des bouchons. Moi, j'ai la route à traverser à prendre, c'est une horreur. Allez, vite, le portail va être fermé. Un autre rythme, un autre Tu balances mode les de gamins à vie. l'école, tu les récupères à 16h, goûter, allez, une petite pause, on fait les devoirs, douche, dîner, au lit, parce que demain, il faut se relever à 6h. Donc on passe moins de temps aussi avec son enfant. Il y a des parents, ça leur va. Effréné pour des enfants en fait, parce que tu te rends compte que tu connais pas ton enfant. Et là, beaucoup de gens se sont rendus compte pendant le confinement qu'ils ne connaissaient pas leurs enfants. D'où la montée de l'école, de l'instruction famille, parce que en fait, les gens disaient oh, ouais, la maîtresse, ouais, ceci. En fait, quand ils se sont retrouvés 3 mois enfermés avec leurs enfants, ils ont vu ce que c'était. Ah ouais, vraiment. Ils ont vu leurs enfants, leurs lacunes et tout ça, ou leurs facilités. Et c'est là que tu te dis bon bah voilà, j'ai mon rôle aussi de parent, et ça fait partie de ma vie. J'ai la chance aussi d'avoir une activité professionnelle qui était à la maison. Qui le permet. Voilà, Ça aussi. c'est pour ça. Chanel, un petit retour. Alors, ton expérience à la maison? C'était bien, c'est bien. Alors, Chanel, tu as 9 ans et demi, hein, et toi, tu n'as jamais été scolarisée. Non. C'est ça? Est-ce que c'est... on dit souvent, on ne connaît pas, ça ne manque pas. Hein? Est-ce que c'est véridique? Ça te manque pas à toi à l'école? Pas du tout? Alors, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être instruite en famille avec ta maman? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup quand maman elle me fait travailler. Surtout quand je pense à mes amis à l'école, ils me disent à chaque fois, t'as trop de chance d'être à l'école à la maison. Pour toi, ça, c'est une chance, c'est ça? Oui. Alors, quelle est la matière que tu aimes faire ou l'activité? On parle de matière, mais ça peut être une activité que tu adores faire. La matière, c'est des maths. Ah, tu es une matheuse, toi. D'accord. Et en termes d'activité, parce que je sais qu'avec l'association, vous faites pas mal d'ateliers extrascolaires, vous partez à la découverte de la Guadeloupe, vous partez à la découverte des tortues, etc. Alors, quelle activité, atelier qui t'a marqué cette année et que tu aimerais refaire, tiens? Elle a beaucoup d'ateliers. Ah, tu ne saurais même pas choisir. Que j'ai aimé faire que... Mais dis en 2 ou 3. Dis en 2 ou 3. C'est trop... c'est une longue liste, je ne sais pas lesquelles choisir. Bon, d'accord. En tout cas, on retient que tu apprécies ça. Alors, Missy Coco qui nous dit, avec l'IEF, l'enfant semble plus épanoui, son rythme biologique est plus souple. Chaque enfant peut avoir une instruction personnalisée et on peut profiter pleinement de ses enfants. Missy Coco, en passe ça va. Alors, dis-nous si c'est son retour d'expérience parce qu'on a quand même l'impression que Titi connaît super bien. Alors, Harold Garin qui nous dit, on partit à ces mouns là, ça, bien système là, Tima les révoyer, Timoun à l'école pour yoni connaissance et savoir qu'on yo. Alors encore, on le disait, il y a des parents qui sont... les enfants qui sont à l'école à la maison pensent que leur enfant ne va pas réussir demain, ne pourra pas passer diplôme, n'aura pas le bac. Voilà. Mais moi, des fois, Chanel me dit qu'elle veut faire vétérinaire. Plus de chance. Et on me dit oui, mais vétérinaire, c'est quand même beaucoup d'années. Il faut quand même l'envoyer à l'école à un moment. Je lui dis, ben non, on peut devenir vétérinaire en faisant l'école. Alors, ça me permet de rebondir. On nous dit comment ça se passe pour les diplômes. Eh bien voilà, c'est ce que je viens de dire. Et les diplômes, il faut savoir qu'en France, un diplôme peut se passer à n'importe quel âge. Donc il suffit, voilà, un candidat libre, n'importe quel examen en France peut être un candidat libre. Donc à ce niveau-là, voilà. Pareil aussi les concours, hein, il faut savoir qu'il y a beaucoup de concours maintenant qui se font. Et le plus souvent maintenant, on n'a même plus besoin du bac. Parce que plus ça a évolué, maintenant le bac c'est autre chose. Donc il fait que n'importe qui peut se présenter à un concours. Même moi, si je décide, bon, j'ai le bac, mais bon, j'aurais pu décider, voilà, je vais aller passer le bac, vous pouvez le faire. Donc, il faut aussi que les gens savent qu'on peut avoir des diplômes sans aller à l'école. Autre question, et puis on arrive quasiment à la fin, on a tellement de choses à dire, mais 45 minutes, c'est trop peu. Alors, peut-être, Grazielle, y aurait-il des circonstances qui pousseraient, parce qu'on l'a dit en première partie d'émission, beaucoup de restrictions qui arrivent cette année. Angèle qui nous demande, y aurait-il des circonstances qui pousseraient à sanctionner et donc forcer une famille qui pratique l'UEF à rescolariser son enfant? Parce qu'on a l'impression que tout est fait un petit peu pour... Bien sûr. Bah, déjà, il y a une chose, c'est si par exemple l'instruction n'a pas été déclarée. Parce que c'est une réalité, il y a des parents qui pratiquent l'instruction en famille mais qui ne le déclarent pas. Et là, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment... Les familles qui ne sont pas déclarées de retour, elles ont très peu de chances justement. C'est plutôt celles qui sont déclarées et les contrôles se passent mal. Parce qu'il faut savoir que, alors déjà en France, il y a très peu d'inspecteurs qui font les contrôles. Alors en Guadeloupe, nous à l'aise en nous-mêmes,
Parce qu'en Guadeloupe, ils ont tellement pas d'inspecteurs, alors ils vont chercher un petit étudiant qui est là pour faire les contrôles, ou un professeur qui veut bien prendre de son temps libre pour contrôler. Ce sont des gens qui ne sont pas adaptés. Donc il fait qu'à ce niveau-là, le plus souvent, moi pour avoir, alors pareil, hein, depuis que je fais l'instruction en famille, pareil, je suis officiellement la référente régionale et départementale de la Guadeloupe en ce qui concerne l'IEF. Et pareil aussi, donc je vais toujours à la rencontre des inspecteurs. Les inspecteurs viennent vers moi et me disent, tu peux me parler de la législation l'IEF? Ils n'en connaissent rien. Donc il fait que c'est nous, en tant que parents, qui allons le plus souvent. Et là, je dirais que les contrôles qui se passent en Guadeloupe, c'est vraiment, si mon n'a sans ça y est vers où, il est allé. On en est vraiment à ce point-là. Carrément. Mais ils ne savent pas évaluer, ils évaluent comme un enfant qui va à l'école. Alors que la législation IF même les interdit de le faire. Puisque l'enfant doit être évalué sur ses compétences, pas sur être comparé avec les enfants qui sont à l'école. Donc il fait ces professeurs-là, ça, qui viennent contrôler, évaluer ces enfants, ça ne s'y connaissent pas. Effectivement, il y a des enfants qui sont issus de famille qui n'ont pas du tout le niveau d'un enfant scolaire peut-être de leur âge. Et bien ces enfants-là, ça sont saqués. Et j'ai beaucoup de retours de famille, là, parce qu'ils ne veulent pas de l'IF. J'ai beaucoup de familles qui ont des injonctions de remettre leur enfant à l'école en Guadeloupe là. Et ils n'ont pas attendu septembre, on leur demande de mettre les enfants à l'école tout de suite. La différence, par exemple, pour montrer la différence. Et les familles qui ne sont pas contrôlées en Guadeloupe, j'ai des retours d'elles, elles n'ont pas de problème. Normalement, un contrôle académique en instruction famille, dans les écrits, la plupart du temps se passe au domicile des parents. C'est-à-dire que l'inspecteur vient et voit comment on s'organise comme le lieu de vie ou d'instruction de l'enfant, ou voilà, ou si c'est dehors. Ici, on est tous contrôlés dans des écoles, sur des petites tables individuelles. Mettez votre masque si possible. Et on fait des évaluations. Alors déjà, c'est pas des évaluations, ce n'est pas des évaluations. On doit juste faire des petits exercices avec l'inspecteur et le parent pour voir comment l'enfant se débrouille, où il en est. Mais normalement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que cette année, nous contrôles, ça s'est très bien passé. Mais en fait, si tu regardes vraiment la législation, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Hein. Donc ça permet de ne pas tenir compte de la législation. Et là, pareil, comme ils veulent réduire, il faut qu'on appelle un chat, ils veulent réduire les familles en IEF, qui fait que pour la plupart, ils ont des injonctions de remettre leur enfant à l'école. Des sanctions, comme nous le disait. Alors, vas-y, Grazielle. Pour rassurer quand même les parents, toute loi est faite pour être contournée. Donc, si demain, il y a vraiment un parent qui pense, et ça, c'est l'intuition qui parle, si vous sentez en tant que parent que votre enfant sera mieux à la maison, vous trouverez toujours une faille, et vous trouverez toujours le décret qu'il faut, le dossier pédagogique en béton qui vous permettra de le faire. Mercredi prochain d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on en parlera avec l'association Yéman Moyer sur Instagram en live dans l'après-midi. Donc, vous avez décidé de faire un live pour répondre aux questions. Donc, écoutez ça bien. Alors, sur le chat, on a eu beaucoup de... Voilà, on va pas prendre le temps de lire tout. Il y a 2 camps, donc bien comprendre ça. On va pas prendre le temps de lire tous les commentaires. Pour les parents qui s'y intéressent, donc mercredi, vous avez un live qui est offert par l'association Yéman Moyer qui va permettre justement de répondre à toutes ces questions. Donne-nous les informations, Grazielle. Voilà, alors l'horaire est encore à préciser, mais a priori, ça sera 15h30, mercredi 30. L'idée sera vraiment, un peu comme on l'a fait sur le plateau, mais de pouvoir permettre aux personnes qui seront présentes en live de poser des questions et de pouvoir répondre, d'avoir des témoignages également de parents qui ont déjà fait sauter le pas et qui veulent en savoir encore davantage. Très bien, l'émission est terminée. L'association sur Facebook, donne-nous juste le nom. IEF Eco-Schooling en Guadeloupe. Je suis joignable 06 90 31 51 80. Les événements d'IEF Eco-Schooling sont gratuits et ouverts aux enfants qui font l'instruction en famille, mais également ceux qui vont à l'école. Voilà. Et tous les événements de 0 à 99 ans. Et tous les événements sont sur la page. Alors merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé les questions. Voilà. Merci à vous parce que j'ai l'impression, quand je lis les commentaires encore, que finalement pour instruire son enfant, il faut avoir du courage, on le disait. Je comprends. Il faut avoir du courage parce que nous, voilà, c'est un combat. Il faudrait que bref, j'ai même pas envie de lire tous les commentaires sur le chat parce que voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on se retrouve ce vendredi avec le Woman Talk, puisque c'est le dernier vendredi du mois. Et la semaine prochaine, rendez-vous avec le clin d'œil événement le mardi. Merci encore à tous ceux qui ont suivi cette émission. On vous embrasse et merci encore aux parents sur le plateau et surtout aux enfants qui étaient présents avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. À très bientôt. Chicken, 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 chicken.
Tic, 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 tic.